On commence cette édition avec les interviews de l'IA, notre rendez-vous dans Smart Tech avec des acteurs qui font l'actu dans le domaine de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, autour de la table, on a invité David Lacomblède à venir participer aux discussions. Bonjour David, président du think tank La Villa Numéris, qui va nous partager sa chronique sur la société numérique. On va s'intéresser notamment à l'IA et les communes, les municipales. On est en plein dedans. Les communes ont aussi leur mot à dire sur ce sujet. Également autour de la table, Pierre Gérardeau, CEO de CrossData, qui nous dit qu'il aide les PME, les ETI à augmenter leur performance grâce à l'IA. Donc, j'ai envie de savoir comment vous faites. Oui. Avec des preuves à l'appui, s'il vous plaît. On veut dire ça. Mais on va commencer avec Lise Malbernard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale France de Publicis Sapient, membre du COMEX de Publicis France. Vous accompagnez depuis une vingtaine d'années les entreprises dans leur transformation digitale. Précision juste sur Publicis Sapient, donc c'est une entité qui fournit des plateformes, des services d'IA d'entreprise. Vous avez publié une étude en partenariat avec Ipsos sur l'adoption de l'IA générative justement au sein des entreprises françaises. Qu'est-ce que vous en retenez ? On en retient qu'aujourd'hui, on passe de la fascination à la mise en pratique. Et il y a uniquement une entreprise sur 10 qui a réussi à partir vraiment avec l'IA et à la mettre à l'échelle. Et il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est effectivement, il faut intégrer ces outils dans les systèmes existants. Il faut aller chercher les bonnes sources de données et aussi, il faut voir ça comme une transformation, comme on a eu des transformations autour du digital. C'est de la même ampleur. Et donc, on ne peut pas juste aller chercher de l'incrémental, mais il faut vraiment aller chercher des changements en profondeur dans les organisations et dans les entreprises. Et l'IA agentique, c'est le sujet du moment. Alors, j'ai vu que votre IA, elle était classée troisième mondiale au classement Deep Research Bench, qui fait quand même référence, qui est réalisé par Hugging Face. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un bon agent IA ? En fait, pour nous, c'est une excellente nouvelle, mais c'est pas du tout une surprise parce que ça fait plusieurs années, justement, qu'on travaille sur ces produits IA. Et je pense avoir un bon agent IA, c'est avoir un agent qui est fiable. Fiable, c'est-à-dire qui fait exactement ce qu'on lui demande, qui fait ce qu'on lui demande et surtout qui s'appuie sur du contexte. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement pour avoir une IA qui fonctionne, il faut qu'elle s'enrichisse et qu'elle soit alimentée par du contexte. Et nous, on a apporté 30 ans de connaissances du secteur du digital dans ces produits-là. Et ce contexte, c'est quoi ? Et le contexte, c'est toute la donnée d'entreprise, ça peut être, je sais pas, vos meilleures propositions commerciales, vos meilleurs pitchs clients, vos meilleurs contenus. Et en fait, il faut apporter tout ce contexte-là, sinon en fait, on n'a pas d'éléments différenciants par rapport à ses concurrents. Et le troisième point, c'est les gens, c'est les équipes. Et nous, effectivement, on est convaincus que l'IA et avoir les meilleurs modèles, c'est important, mais surtout avoir les meilleurs talents, c'est encore plus important, puisqu'on le voit, ce qui bloque dans les organisations, c'est quand, en fait, nos équipes, les équipes de nos clients ne sont pas formées, ne comprennent pas les outils et surtout ne savent pas bien les utiliser. Donc, on a forcément, au départ, ce qu'on appelle... on va dire une frustration, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de salariés, d'employés en fait, qui finalement n'adoptent pas ces outils parce qu'on les a lancés peut-être un peu trop rapidement. Et on voit qu'aujourd'hui, il faut vraiment revenir aux fondamentaux, réexpliquer et travailler aussi sur l'adoption et l'expérience utilisateur de ces outils. Donc c'est avoir des interfaces qui sont pas seulement jolies, mais pratiques, pas seulement du texte, mais aussi de la voix. Et nous, effectivement, chez Publicis Sapient, on a des équipes qui travaillent énormément sur cette partie expérientielle. Je vous vois acquiescer. J'imagine que vous partagez tout à fait cette analyse j'acquiesce sur les conditions du succès. Exactement, et sur le constat. Il y a une majorité d'entreprises qui ont lancé des projets IA sur les dernières années, de projets qui se sont arrêtés, qui sont allés simplement à la poubelle, et pour des raisons effectivement que je partage, et notamment parce qu'on se concentre souvent trop sur la technologie et pas assez sur l'usage finalement de ce qu'on veut en faire. Nous, c'est ce qu'on croit chez CrossData. On accompagne nos clients à améliorer leur performance. Il s'agit de définir au départ, qu'est-ce qu'on cherche à améliorer. Est-ce qu'on est sur la performance commerciale ? Est-ce qu'on est sur la performance industrielle ? Et comment on va aider nos collaborateurs à avoir une IA qui va être utile et utilisée au sein de l'entreprise. C'est pas un sujet technologique. Ça peut l'être, mais c'est la partie immergée de l'iceberg. La vraie partie importante, c'est de penser l'usage dès le départ et le retour sur investissement. De calculer dès le départ ce que ça va nous rapporter en euros, en heures gagnées dans notre semaine, et de se tenir à ça, d'être finalement très concret. David, oui.
J'imagine que pour favoriser cette adoption, il faut que les salariés y voient leur intérêt et leur intérêt rapidement. Oui. Est-ce que c'est pas un peu antinomique ? Quels sont les quick wins, en quelque sorte, que vous proposez ? Alors, c'est amusant parce que généralement, les salariés sont, nous, dans les projets qu'on voit, assez porteurs, justement, de ce type d'innovation. Et ils commencent à utiliser les IA par eux-mêmes. C'est un vrai sujet, d'ailleurs, dans les entreprises, de savoir quelles ils utilisent. Alors, on a pas mal d'exemples qui sont portés par les salariés. Notamment, vous prenez dans des ateliers, dans des usines, le fait de passer son temps à faire des plannings de tâches à la main pour savoir comment on va faire le planning de l'usine, c'est quelque chose d'assez rébarbatif. Et en fait, on a accompagné, nous, des sous-traitants automobiles, par exemple, à gagner 50% de leur temps. Les chefs d'atelier gagnent 50% de leur temps en confiant à la machine le planning de l'usine. De la même chose sur de l'audit réglementaire, où on a des consultants donc, dans le domaine aéronautique, chez Time to Fly, qui passent 2 semaines à faire un audit réglementaire simplement parce qu'ils doivent aller chercher par eux-mêmes la bonne information à droite à gauche. En mettant des IA là-dessus, ils passent de 2 semaines à 2-3 jours de travail. Et ça leur rend aussi leur travail finalement plus simple, plus agréable. Ils se retrouvent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Lise ? Et ça, effectivement, c'est pour l'amélioration de processus existants, mais il y a aussi des zones blanches complètes sur lesquelles, effectivement, certains employés ne peuvent pas aller. Donc, par exemple, si je prends la prospection commerciale, il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent de prospecter, d'aller trouver les bonnes cibles. Et effectivement, avec l'IA, nous, on a mis en place des outils qui aident les commerciaux dans le B2B ou dans le B2C à aller identifier leurs cibles. Et ça leur fait gagner non seulement du temps, mais aussi des leads qui sont qualifiés et qui leur permettent après d'augmenter leur chiffre d'affaires. Alors, ça me fait penser à cette question de la décision, de la prise de décision. Comment est-ce que ça modifie aujourd'hui dans l'entreprise les choix stratégiques, les prises de décision d'intégrer une IA ? Nous, juste, je vais répondre sur la partie, si on prend par exemple la partie développement logiciel. Aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est qu'effectivement, on met beaucoup moins de temps entre le moment où on conçoit, en tout cas, on a défini le produit, après, ça de poser les bonnes questions, comme on disait tout à l'heure, et le moment où on peut le développer. Et aujourd'hui, on voit qu'on peut mettre toutes les équipes autour du produit, elles le voient se développer sous leurs yeux quasiment. Et donc, on peut très rapidement ajuster le produit, prendre en compte surtout les retours des utilisateurs ou des clients. Et donc, ça accélère effectivement la prise de décision sur ce genre d'exemple très, très concret. Ça accélère la prise de décision. Est-ce que ça change aussi la gouvernance sur qui décide de quoi ? Oui, alors je laisserai la parole sur la gouvernance. En fait, nous, ça fait très longtemps qu'on travaille sur des méthodes agiles et on est convaincus qu'il faut que la décision elle soit au plus proche du terrain, au plus proche du client ou d'employés si on fait des produits digitaux pour les employés. Et donc, en fait, ça facilite encore plus ce type de prise de décision. Effectivement, il y a des décisions qui sont stratégiques pour l'entreprise qui doivent être prises au plus haut niveau, mais il y a tout un tas de micro-décisions qui, jusqu'à maintenant, demandaient énormément de validation, qui peuvent être aujourd'hui faites au plus proche, encore une fois, de l'utilisateur. Du métier, exactement, du métier, du terrain, du retour immédiat de la valeur ajoutée. David ? Et comment sont développés les agents dans une entreprise comme la vôtre ? Alors nous, on a une équipe produit qui fait ça. Alors on a surtout on est people and product, donc on a des consultants et on a des équipes produits. Et donc nous, on les développe avec de l'IA. Et on voit par exemple pour un développeur informatique, mettons que avant, il passait 60% de son temps à développer, à coder, à écrire du code. Aujourd'hui, c'est moins de 10% de son temps. Donc, en fait, il va pouvoir travailler sur l'architecture technique, sur justement pourquoi il fait ça, sur améliorer en continu le produit. Et donc, on voit que ça donne énormément de pouvoir aussi et de potentiel à des métiers qui étaient peut-être un peu plus techniques et qui évoluent vers des métiers plus orientés produits et utilisateurs. Alors, vous, Pierre, vous dites il n'y a pas de projet sans ROI associé. C'est-à-dire que... Oui. On arrête l'époque, on oublie tout ça. Absolument. Alors, POC, je l'ai banni de mon vocabulaire. On se lance dans un projet IA s'il y a un retour sur investissement. Effectivement. Uniquement. Exactement. C'est comme l'achat d'une machine. Nous, on travaille beaucoup avec le secteur industriel. On n'a pas intérêt à tester quand même un petit peu les choses. L'expérimentation est intéressante, effectivement, pour se familiariser, mais pour se lancer dans un réel projet, le POC, la preuve de concept, vous l'avez déjà la plupart du temps faite par vous-même dans une IA générative. Vous prouvez le concept, c'est très facile. En revanche, vous prouvez la valeur. Moi, je préfère largement le terme de preuve de valeur. Prouver que ce qu'on va mettre en place va apporter telle valeur. Effectivement, ça doit être au croisement de 2 choses. Il y a des enjeux opérationnels, on doit répondre à des enjeux opérationnels du quotidien, mais aussi à des enjeux stratégiques. Quand un industriel achète une machine, il veut savoir à l'avance combien elle va lui rapporter. Pour une IA, c'est pareil, on est sur des investissements qui sont quand même souvent substantiels, mais des gains qui sont souvent d'un ordre de grandeur, d'un multiple bien plus important si on choisit bien les projets. Donc le mesurer au départ, ça permet aussi de choisir les bons projets, ceux qui vont avoir un retour sur investissement important. Nous, les projets chez CrossData, c'est généralement sous 1 an.
qu'on récupère son investissement. Donc c'est vraiment très rapide. C'est garanti, sinon on est remboursé. Alors c'est pas encore garanti remboursé, mais alors on peut en discuter. Mais sous un an, on retrouve la plupart des investissements qu'on a fait sur les projets d'IA métier. Et donc le mesurer, c'est déjà s'en rendre compte. La plupart des cas d'usage qu'on imagine sont souvent des cas d'usage très sexy, mais quand on vient mesurer en dessous ce que ça rapporte vraiment, on peut avoir une forme de déception. Oui. Les cas d'usage les plus sexy ne sont pas forcément les plus rentables, en réalité. D'où l'importance, au départ, de factualiser un peu pour faire son choix et choisir le bon chemin. Une fois qu'on est lancé et que tout est clair, on avance plus sereinement. Et j'avais dit que vous nous donneriez des preuves que vous accompagnez ces PME avec des retours sur investissement dans leur projet. Il y a un exemple. Un exemple, le groupe de transport Agenau, dans l'Ouest, 300 camions, 5 agences. Pour un projet qui leur a coûté peu ou prou entre 100 et 200 000 euros, ils récupèrent 700 000 euros net par an. Ah oui. Et donc, en économie de carburant. C'est-à-dire qu'on les aide avec une IA à optimiser leur transport, c'est-à-dire à faire en sorte que les camions soient les plus remplis possibles, que les routes soient les plus optimisées possibles, pour finalement servir un enjeu qui est de réduire la facture d'essence, ce qui est intéressant à la fois pour le transporteur et par là même pour l'environnement, donc ce qui sert deux causes à la fois. Et donc, typiquement, sur ces IA très métiers, on a régulièrement des retours sur investissement qui sont de l'ordre de x10 par rapport à l'investissement initial. Pas mal. Ça me fait penser au sujet de l'impact carbone de l'IA. Désolée de faire le lien avec le transport. C'est une préoccupation, ça aussi, quand on va dans des grandes entreprises, leur proposer des projets d'IA agentique, sur l'impact que ça aura aussi en termes de consommation carbone? Oui, c'est à peu près 70% des dirigeants français, en tout cas, qui considèrent que c'est important. Il y a l'impact carbone, il y a l'impact... Parce qu'ils ont des objectifs à tenir en plus, donc, et des comptes à rendre. Exactement. Ouais. Et donc, nous, on a développé un outil en IA aussi qui s'appelle eFootprint et qui est open source. Donc, il est accessible à tout le monde, qui permet de mesurer non seulement le passé, mais aussi le futur. En fait, ce qu'on voit, c'est que les clients ont du mal à se projeter et à se dire, voilà, si je développe tel et tel produit sur telle et telle plateforme, quel va être mon impact futur? Et du coup, certaines décisions peuvent être anticipées en tenant compte de ce facteur-là. Et ça, modéliser sur le futur, c'est vraiment clé pour les dirigeants, justement, par les prises de décision. Ouais. Ça fait partie des éléments qui sont significatifs. Et si le carbone n'est pas important, de toute façon, il y a ce qu'on appelle FinOps, donc c'est toute la partie coût de l'IA qui est assez corrélée avec l'impact carbone. Sur la question des métiers, dans les PME, vous rencontrez beaucoup les métiers, j'imagine, puisque vous dites que ça passe par l'adoption vraiment par des utilisateurs. Donc ça passe par eux. Vous sentez des réticences, une crainte d'être remplacé dans son métier, justement, par une IA? On en sent régulièrement. Alors de moins en moins, je dirais que ça fait 3 ans et demi, grosso modo, que l'IA générative est sortie. Donc les craintes commencent quand même à s'estomper, mais on en ressent encore régulièrement. Et là-dessus, on aide via la sensibilisation, l'acculturation, pour se rendre compte qu'en fait, dans ce qu'on constate, l'IA va plutôt venir chercher des tâches à faible valeur ajoutée et nous replacer finalement au centre de notre fiche de poste. Ça, c'est ce qu'on constate le plus dans des entreprises. Même si vous nous dites que justement ce sont des projets où derrière il y a une valeur financière dégagée, ce sont quand même des tâches à faible valeur ajoutée. Oui, alors parce qu'en fait, on est dans des entreprises généralement qui ont aussi en parallèle des difficultés de recrutement. C'est-à-dire qu'elles ont des potentiels de croissance qu'elles n'arrivent pas à servir à cause de difficultés de recrutement. Et ce qu'on peut voir, c'est que l'IA aujourd'hui peut aider là-dessus pour venir compléter, nous aider dans notre quotidien et pouvoir servir finalement plus de chiffres, plus de résultats avec la même équipe dans un contexte de difficulté de recrutement. Comment est-ce que vous voyez, vous, de votre côté, la manière dont ça peut bouleverser les métiers, créer des tensions sur certains emplois? Nous, on travaille plutôt pour des plus grandes entreprises, on discutait juste avant. On voit beaucoup d'annonces quand même de « Ah, c'est super, on fait plein d'économies, on a licencié des gens, parce que maintenant on utilise des IA. » Oui, c'est pour ça que je redisais au début qu'avoir les meilleurs modèles sans avoir les meilleurs talents et sans investir sur ces talents, en fait, c'est tourner un peu à vide. Et donc, nous, on voit qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent. Il y a une étude du World Economic Forum de l'année dernière qui montre qu'effectivement, en net,
on va plutôt aller créer des métiers. C'est sûr que c'est des métiers différents. C'est sûr que je parlais de l'exemple des développeurs. Il va falloir se recentrer sur d'autres types de compétences. C'est pas forcément des moments qui sont simples, mais on voit qu'à terme, effectivement, on a les entreprises qui embrassent l'IA ont plutôt tendance à recruter ce type de profil et ou aussi à accompagner leurs salariés pour aller sur ces sujets-là. Vous êtes également expert data et IA pour l'industrie, c'est ça, auprès de BPI France? Tout à fait. Oui. La question de la transformation de l'industrie, c'est un sujet autour duquel on tourne beaucoup. Oui. L'IA, elle fait partie aujourd'hui de la réalité de l'industrie? Ah oui, absolument. Alors, elle repose sur les mêmes fondamentaux qu'est la donnée, déjà. Donc, ça, c'est un sujet qui est adressé par l'industrie depuis 10 ou 15 ans, enfin, qu'elle tente d'adresser en tout cas. Il y a des niveaux de maturité qui sont un peu différents, mais l'industrie s'empare beaucoup de l'IA. Et là, au-delà de l'IA générative ou de l'IA agentique, aussi de la vision par ordinateur, par exemple, qui peut être très utile pour de la maintenance prédictive, pour détecter des défauts. Donc, il y a énormément de volets de l'IA sur de la prévision, par exemple, de l'ordonnancement de tâches, enfin, tout un ensemble d'IA qui sont utiles pour l'industrie. Et ça, on le voit poindre très fort dans l'industrie manufacturière, dans l'énergie également, et puis plus largement dans tout ce qui est logistique. Et quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui au niveau industriel par rapport à l'IA? Généralement, les questions sont des questions de sécurité. La donnée, comme je vous disais, c'est l'or noir, finalement, de ces industriels. Ils veulent absolument pas la mettre n'importe où, et généralement, elle est conservée sur leur propre serveur. Donc, cette crainte, finalement, légitime, que les salariés fassent glisser les données dans l'IA générative, elle est très forte et ralentit souvent aujourd'hui l'adoption de ces IA-là. Donc, nous, on adopte une approche très souveraine sur ces aspects-là, en leur permettant de mettre en place des IA qu'ils peuvent installer chez eux. Parce que le premier frein, vraiment, au lancement de ces projets-là, c'est la crainte sur la fuite de données. Donc, vous les orientez vers l'écosystème IA français? Voilà, exactement, sur des data centers français. On va dire la nouvelle mission de BPI France autour de la souveraineté. Oui, alors via effectivement BPI France et plus largement depuis la création de CrossData, nous on privilégie toujours le souverain et la maîtrise des données. On a la chance d'avoir de nombreux clouds français hébergés en France. Il y en a de nombreux, donc on est capable de faire une IA souveraine et performante pour les industries. Donc aujourd'hui, les PME aussi que vous accompagnez dans la transformation IA, vous les orientez vers des solutions françaises ou européennes? De manière privilégiée, oui. Après, elles ont leurs propres contraintes et on peut comprendre qu'on intervient dans des contraintes plus larges. Donc, mais on privilégie en premier lieu des solutions françaises. Lise également, ça fait partie des autres préoccupations aujourd'hui, la maîtrise technologique. Surtout dans une société qui a un pied aux États-Unis et un autre pied en Europe. J'imagine que c'est un enjeu particulier. Oui, nous, on est une boîte française, puisque c'est coté au CAC 40. Effectivement, on fait la moitié de notre chiffre d'affaires aux États-Unis. Après, des outils justement comme Body, l'avantage, c'est que c'est un outil qui est multi-cloud et qui est Donc Body, c'est votre agent IA qui a été récompensé. Donc, multi-cloud et cross-LLM. Donc, en fait, on permet à nos clients aussi de choisir et de ne pas forcément dépendre d'un seul fournisseur ou d'un seul modèle, mais de pouvoir justement être très flexible en fonction de ces enjeux. Et alors, on reste ensemble, si vous le voulez bien, pour écouter maintenant la chronique de David Lacomblède.